Faire de l'expérimentation archéologique pour la période romaine, en fait, c'est quelque chose qui est relativement peu fréquent. Il n'y a quasiment aucune expérimentation qui n'a jamais été faite. C'est une espèce de première mondiale, en fait, de reconstituer l'intégralité de la chaîne opératoire de la boulangerie romaine ici à Saint-Romain-en-Galles. On est ici dans un musée de France, c'est un musée de sites archéologiques où on a les vestiges archéologiques qui s'étendent sur 7 hectares et le site qui interprète les collections. Tous les musées de France, on a un projet scientifique et culturel et dans ce projet, on a l'archéologie expérimentale. C'est un axe très fort qu'on a décidé de développer avec mon équipe. Ici, on est dans une partie qui s'appelle le domaine des Allobroges. C'est dédié à l'expérimentation archéologique. On essaye, par le geste et l'expérimentation, de retrouver les techniques qu'employaient les artisans romains pour différentes activités. On a effectivement des archéologues, des spécialistes des sciences dures, mais aussi des artisans qui sont vraiment très précieux aussi dans leur approche très concrète en fait, des principales thématiques que l'on va mettre en œuvre. On est sur un mode pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller trouver des compétences, d'aller trouver des expertises dans différents domaines. À terme, grâce au musée, il va être possible de reconstituer le fonctionnement d'une boulangerie urbaine du 1er siècle de notre ère en Italie. On va pouvoir de cette manière-là, en fait, suivre l'ensemble de la chaîne opératoire de production du pain, depuis la mouture des céréales jusqu'à la cuisson du pain. Ça pourrait sembler étonnant de faire un four pompéien et de tailler des meules pompéiennes à Saint-Romain-en-Galles, qui était l'extension sur la rive droite de Vienne. Et pourtant non. D'abord, Vienne, c'est une colonie romaine, donc en fait, d'une certaine manière, Vienne, c'est l'Italie. Et puis, ont été découverts au fil des années 4 à 5 fours à pain, principalement sur la rive gauche du Rhône, montrant que les techniques de boulangerie, que l'on connaît relativement bien en Italie, en particulier grâce à Pompéi et à Ostie, étaient évidemment arrivées jusqu'ici. On a commencé par le four à pain, donc en 2015. Là, on est sur la deuxième résidence concernant la taille des meules, donc ce moulin pompéien qui va nous permettre de fabriquer de la farine. On a commencé aussi un pétrin mécanique. Alors ici, on a 2 blocs qui vont nous servir à sortir la meule pompéenne complète. Donc en fait, elle va être creusée comme ça. Et la meule dormante, le bloc qui est derrière, qui va la recevoir. Donc on voit ici, hein, cette partie-là vient s'emboîter sur celle-ci. Et comme ça, on voit bien un peu comment les systèmes vont fonctionner. Celle-ci va pouvoir tourner, alors que celle-ci, évidemment, reste stable. On voit les meules dormantes ici devant nous, et puis derrière, les parties actives sur les meules dormantes, hein, et qui permettent justement de produire cette farine. Je suis en train de faire en ce moment, moi, le pétrin. Donc c'est un cylindre évidé en pierre dans lequel il y aura un axe avec des ailettes et donc on fera le mélange de l'eau et de la farine pour pétrir, pour avoir la pâte à pain, hein, tout simplement. Et puis après, il y a le four à pain qui a été reconstitué et qui permettra voilà, de faire du pain à la romaine. Mes collègues de Rouen qui travaillent sur la combustion, évidemment, travaillant sur un four, on a décidé de faire je les ai contactés pour voir s'ils seraient intéressés de faire un modèle numérique de ce qui se passe dans un four à pain pendant qu'il fonctionne. Les fours antiques de boulangerie sont normalement chauffés au bois, sauf que c'est très difficile à reproduire dans des simulations, donc on a décidé de faire un chauffage plus simple en utilisant tout simplement des brûleurs à gaz, donc qui nous permettent d'avoir un chauffage très contrôlé. Tout l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est justement d'arriver à pouvoir travailler sur un objet, un artefact sur lequel on ne pourrait pas travailler directement s'il était d'origine. C'est vraiment transdisciplinaire,
on s'aperçoit que l'histoire et l'archéologie peuvent avoir besoin des sciences dures, hein, donc de la physique en particulier ici. Et puis c'est intéressant quand même de voir que le savoir qu'on peut développer en physique peut servir bien sûr au développement des technologies, mais également à expliquer le passé. Pour moi, il était clair qu'il fallait nécessairement recourir à des compagnons, tailleurs de pierre ou maçons, dans le sens où, pour pouvoir amener des tailleurs de pierre et des maçons vers la reproduction de techniques antiques, il faut déjà qu'ils aient eux-mêmes un bagage de savoir-faire technique qui soit extrêmement développé. De façon à ce qu'ils ne se contentent pas d'être dans la seule reproduction de l'aboutissement de ces techniques pluriséculaires, mais bien qu'ils tentent de s'approcher des techniques antiques telles qu'on peut les reconstituer à partir des traces qu'elles ont laissées. De toute façon, à chaque fois, l'archéologie expérimentale, par définition, c'est forcément une forme d'apprentissage, même si on vient avec déjà des expériences, etc. Ni Brice ni moi n'avons sorti de meules auparavant, donc c'est forcément une grande découverte aussi. Hein. Ce matin, c'était sur des arrêts de vivre et tout, regarde comment c'est rendu. Ouais, et puis c'est comme ça qu'on avance en fait, c'est vraiment une redécouverte du geste, des outils, et c'est ce qui est génial dans l'archéologie expérimentale. Ce matin, on s'est levé de bonne heure, on a reforgé nos outils. Suivant comment on les reforge, et surtout la trempe, c'est-à-dire la dureté qu'on va leur donner sur leur partie active, et si la trempe est trop molle, le bout s'écrase et on ne peut plus rien faire. Puis si c'est trempé trop sec, comme on dit, en fait le bout va casser et on ne peut plus rien faire non plus. Le domaine des Allobroges fait pleinement partie du site archéologique et il est ouvert à tous. Donc pendant ces temps de travail entre les chercheurs, les équipes du musée, les maîtres compagnons, toute cette équipe finalement pluridisciplinaire qu'on a constituée autour de notre projet, c'est libre, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent venir échanger avec eux, discuter, et on les incite à venir voir. On n'est pas dans un coin isolé toute la semaine ou toute la résidence, c'est vraiment un échange qui se fait au long cours. On s'est rendu compte qu'il y avait des fragments de meules pompéennes qui étaient conservés dans les réserves du musée, des meules que je n'avais pas étudiées. Et donc c'était l'occasion de sortir tous ces fragments. En les étudiant, on s'est rendu compte qu'ils semblent appartenir tous à la même meule de type pompéen, comme celle que sont en train de tailler Olivier et Brice. Cette roche, c'est une lave. Cette lave, on arrive assez facilement à la reconnaître parce qu'il y a à l'intérieur de grands cristaux blancs, des cristaux de leucite, et qui sont assez facilement identifiables. Donc ces meules, elles sont fabriquées dans le même matériau, elles ont été importées d'Italie. En fin de compte, on est à l'identique de ce qui se passait en Italie, les mêmes boulangeries et les mêmes meules qui fonctionnaient dans ces boulangeries. Et je suis en train de reporter le profil de la base de la meule au conformateur. Sur ces relevés que j'ai faits, j'ai dessiné de manière détaillée les oreilles avec une vue de face, mais également une vue de profil, et j'ai également fait la coupe de la perforation. À partir de ce relevé, on va pouvoir comparer
tous les détails typologiques de cette meule aux autres meules du sud de la France et bien entendu d'Italie. Comment on arrive à soulever un bloc aussi gros et à le poser sur la méta? Donc on a proposé d'amener une chèvre de levage afin de tenter l'expérience. Puisqu'en fait, la chèvre, c'est en forme de V, comme ça, donc ce sont deux branches qui maintiennent une poulie, qui permettent de lever des éléments. Visiblement, la plus vieille trace d'usage de la chèvre, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ, du côté du temple primitif d'Apollon, si mes souvenirs sont exacts, à côté de Corinthe. C'est utilisé jusque dans les années 50 en France, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un élément qui a disparu du paysage relativement récemment. Tu dis? Arrête. L'axe est en train de péter. À un moment, j'ai entendu un craquement qui venait de l'axe d'enroulement. À un moment, l'axe a cédé parce qu'on n'a pas un bois qui est normalement prévu pour et on n'a pas de cerclage métallique non plus. C'est l'intérêt aussi de l'archéologie expérimentale, c'est que dans chaque échec, il y a des leçons à en tirer et il y a des choses qui permettent d'avancer et d'aller encore plus loin et d'expérimenter toujours de façon à se rapprocher de certaines réalités et à comprendre ces anciens systèmes qui nous paraissent invraisemblables. De lever avec une chèvre, de lever 10 tonnes. Ce qui, dans l'Antiquité, n'était pas quelque chose d'extraordinaire, là, maintenant, ça nous paraît énorme, quoi. C'est vrai que c'est intéressant d'intégrer, en fait, l'échec au cœur de notre réflexion et au cœur de l'expérimentation. Tous les jours, on en apprend parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Et ça permet de réajuster à chaque fois les hypothèses et d'avancer scientifiquement parlant. Là, on est en train de faire monter la température du four. On considérera que la température de la coupole est bonne une fois que la coupole sera intégralement blanchie, c'est-à-dire que toutes les suies qui auront été émises pendant la combustion seront incinérées. Être au contact d'un chercheur, c'est pour moi une voie totalement différente à celle à laquelle je connais, quoi. On n'est pas du tout dans les mêmes critères, dans les mêmes cahiers des charges, dans les mêmes demandes. C'est très valorisant et puis c'est des expériences intéressantes. Voilà. Sur les 40 et quelques fours de Pompéi, tu en as un seul qui a été découvert rempli d'une fournée au moment de la fouille, et donc ça veut dire que la fournée était en fin d'achèvement au moment de l'éruption. Et donc voilà, tous ces pins de Pompéi, après, donc ils sont tous faits à peu près pareil. Donc là, en fait, ils incisent jamais, on voit jamais la mie, donc ils incisent. Je ne sais pas si c'est une incision ou s'ils font ça avec une espèce de bâton ou avec le dos d'une lame géante, mais pas la partie coupante. Pourquoi on coupe le pain? Là, donc, ils étaient coupés donc, en 8. Moi, je pense que c'est aussi pour le partage du pain. Aussi. Oui. Ça c'est l'idée qu'on a, qui est à peu près communément admise chez nous, c'est qu'effectivement, ensuite, ça facilitait la découpe. Surtout si le pain derrière, il est très ferme, très dense. C'est plus facile à couper. Si tu as des prédécoupages, c'est quand même bien. Il faut faire des essais. Ouais. On passe des essais. Sur les images qui ont été retrouvées de pain dans un four à Pompéi, on s'aperçoit que c'était plutôt des pains très, très plats et qui étaient empruntés. Donc on a emprunté les pains pour s'approcher au plus près du pain qu'on a retrouvé à Pompéi. Là, on est en train de faire le percement du catillus de part en part pour pouvoir faire en sorte que lorsque la meule fonctionnera, les grains puissent tomber et aller se faire broyer. Et donc là, on est en train de vérifier l'épaisseur qui nous reste au milieu en mesurant de part et d'autre. Ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de rentrer la tête dedans et on prend plein de poussière et d'éclats, évidemment. Donc c'est des situations de travail qui ne sont pas faciles. Et il nous reste combien là, Brice? 3 cm et demi.
bientôt on va pouvoir arriver à se voir et rectifier, agrandir le trou et rectifier tout ça parce que c'est pas dit qu'on tombe pile poil l'un en face de l'autre, il y aura peut-être un petit décalage. C'est ce qu'on trouve dans les objets archéologiques. Allez, c'est reparti. On est pile poil l'un en face de l'autre. Alors là, je vais te dire, ça, c'est extraordinaire, ça. On a l'œil au milieu du catillus qui est réalisé et les oreilles qui sont ébauchées. Il ne nous reste plus qu'à les finir. On est maintenant sur les phases plutôt finition pour la fin de la réalisation de ces meules et pétrins. Quand ces pierres seront terminées, il va y avoir un assemblage, il va y avoir aussi d'autres corps de métier qui vont intervenir. Et tout ça, ça rentre en compte. Donc c'est quand même une belle avancée, en tout cas pour cette résidence-là. Hein. J'ai commencé par faire un pressage, celui-là, hein, en entier. Ah ok, en entier. Voilà, et après j'ai fait par rayon, ouais. Celui-là pareil, même principe. C'est bon. Pas mal. Moi je trouve ça super comme un très beau premier résultat. Un très beau premier résultat. On a un pain qui est très ancestral, un vieux pain, mais tu vois, il me plaît, il est beau quoi. Ah oui. Ça fait un beau pain quoi. Ah oui, non, complètement. Complètement. Je trouve ça très prometteur et j'aime vraiment beaucoup le marquage qu'a fait Daniel. Là aussi, très impressionné avec ça en fait, parce que ce pain-là, voilà, mais en fait si je projette ces surfaces-là carbonisées, j'ai l'impression de voir certains des pins fractionnés qu'on a au musée de Naples notamment. Donc en termes de densité de mie, je trouve ça merveilleux ça. Ouais. Je crois qu'il y a une demande aussi de plus en plus forte de la part du monde scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, les archéologues se tournent de plus en plus vers ce domaine expérimental pour essayer de compléter leur approche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle résidence en archéologie expérimentale, aux résultats très satisfaisants, démontre tout l'intérêt de cette discipline. Donc pour faire le bilan de cette résidence, les deux parties de la meule et le pétrin sont presque terminées. Et donc la prochaine résidence permettra de finaliser leur assemblage grâce à une structure en bois et de tester également le fonctionnement de l'ensemble. Par ailleurs, les véritables expérimentations boulangères ont pu débuter et laissent augurer de très belles perspectives. Dans le cadre du projet de rénovation du musée, le domaine des allobroges va faire sa mutation et nous allons pouvoir proposer à l'avenir de nouvelles expérimentations archéologiques pour accueillir un public toujours aussi nombreux, on l'espère.